Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition que nous démarrons par ces quelques images du premier conseil de ministres du gouvernement Django Sissoko. C'était ce matin à Koulouba sous la présidence du professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim. Tous sont répondus présents. Pour le président de la République, si l'équipe a été remaniée, les objectifs du nouveau gouvernement restent les mêmes. Il s'agit de la reconquête des régions du Nord occupées par les bandits armés et l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes. Voilà les quelques images du premier conseil de ministres du gouvernement Django Sissoko. C'était ce matin à Koulouba sous la présidence du professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim. Nous reviendrons plus en détail sur ce premier conseil avec nos différents reporters. Le président de la République qui adresse un message de condoléances au président Goodluck Ebele Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, suite au crash aérien survenu le 15 décembre ayant occasionné la mort de Patrick Ibrahim Yakowa, gouverneur de l'État de Kaduna, et de 5 autres personnes. En cette douloureuse circonstance, le président de la République du Mali présente ses condoléances aux familles durement éprouvées et au peuple nigérian. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a été reçu hier par son homologue français, Laurent Fabius. Ils ont échangé sur la crise malienne, notamment le vote de la résolution pour le déploiement d'une force internationale ainsi que les conditions de dialogue avec les groupes armés non terroristes. Le ministre Koulibaly a par ailleurs eu une séance de travail avec la conseillère Afrique du président français, Téma Hubert Koulibaly, au micro de Makanfin Konati depuis Paris. Nos échanges ont essentiellement porté d'une part sur nos relations bilatérales et avec en toile de fond les questions relatives à la crise qui secoue notre pays. Et aussi sur un autre plan, nous avons évoqué quelques questions bilatérales, multilatérales, toujours liées à la crise malienne, notamment l'agenda que nous avons à l'Organisation des Nations Unies pour la résolution visant le déploiement d'une force internationale pour assister l'armée malienne. Il faut aller vite pour obtenir cette résolution. C'est aussi la position de la France. Le gouvernement français fournit beaucoup d'efforts. La mission diplomatique de la France qui est à l'ONU et celle du Mali travaillent de manière conjointe et totalement solidaire pour l'obtention rapide de cette résolution. Et au cas où le Mali n'obtient pas cette résolution, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez décider d'aller en guerre seul ou alors vous allez revenir à la case de négociation? D'abord, le Mali est déjà en guerre. Donc, quand on dit qu'on va décider d'aller en guerre, nous sommes déjà en guerre parce que notre pays a été agressé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous n'envisageons pas que cette résolution ne soit pas votée. Nous n'envisageons pas cela car simplement, ce ne serait pas logique. Et ce serait aller à contresens de l'histoire. Les Nations Unies ont déjà voté 2 résolutions concernant la situation au Mali. Quelle est la position de la France par rapport à cette négociation avec les groupes armés? Nous avons évoqué cette question avec monsieur le ministre Laurent Fabius. La France soutient évidemment toute action ayant pour objectif qu'un dialogue intermalien puisse se faire. C'est ce que nous voulons faire aussi. Nous avons dit qu'il faut poser des préalables au dialogue et après engager un dialogue qui éventuellement, s'il est fécond, s'il est équilibré, s'il est responsable et sincère, peut nous amener à discuter de questions relatives au développement et à l'aménagement du territoire pour que toutes les communautés du Mali puissent vivre en harmonie. Cela dit, il faut que ceux avec qui nous allons parler sachent choisir entre le terrorisme et la nation, entre l'extrémisme et la nation, qui choisissent entre le Mali et l'aventure. Voilà le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à l'issue de sa rencontre avec son homologue français.
Et ici à Bamako, la cour d'assises qui vient de boucler sa deuxième session au titre de l'année 2012, sur les 70 affaires au rôle, 68 ont été tranchées. Entre autres décisions prises par la Cour des condamnations avec emprisonnement ferme, la peine de mort et des acquittements. 2 affaires ont été renvoyées à la prochaine session. Sira Bachili nous fait le point. Après 3 semaines d'examen, la Cour d'assises de Bamako a rendu son verdict concernant les 70 dossiers qui lui avaient été soumis. Ainsi, 68 affaires ont été jugées avec des condamnations allant de la peine de mort à des acquittements. Il faut ajouter des remboursements ordonnés et des dommages intérêts alloués. Les 2 autres affaires ont été renvoyées à la prochaine session. La première raison par rapport à l'un des dossiers, c'est que la Cour avait ordonné que les suppléments soient ordonnés. Malheureusement, ces suppléments n'ont pas été correctement faits et nous entendons les faire pour la session prochaine. La Cour a ordonné des remboursements de sommes d'argent d'environ 200 millions. Ce n'est pas peu dur en ces moments de crise. Ce n'est pas dire que cet argent va tomber directement dans l'escarcelle de l'État, mais quand même c'est de l'argent dû. Donc ça veut dire que c'est quand même assez important. Parmi les décisions de la Cour d'assises, celle qui a retenu l'attention est bien la peine de mort. Les avocats sont revenus sur cette question et estiment qu'elle doit être rangée dans les archives judiciaires. Malheureusement, il y a eu 4 condamnations à mort. Comme le disait tantôt le représentant du barreau, au moment où on se bat pour qu'on supprime la peine de mort, c'est un débat dans notre pays, où des moratoires sont ordonnés dans d'autres pays. Nous sommes encore à condamner et nous avons 4 condamnations à mort. C'est assez regrettable. C'est dû au fait qu'il y a eu beaucoup de crimes de sang, ce qui est regrettable. Et c'est dire donc qu'il y a encore des efforts à fournir à ce niveau-là. Les cas de vol, de meurtre ont été commis pour la plupart par des jeunes, ce qui fera dire au premier président de la Cour d'appel de Bamako que les parents doivent jouer leur rôle en famille pour faciliter la tâche à la justice. Justice qui a les tiroirs remplis chaque année de ces cas d'infraction et c'est pourquoi la Cour d'assises prévoit pour 2013 6 sessions au lieu de 4. Ouverture hier toujours de la 71e session du conseil d'administration de la CMDT Holding. L'exercice qui est purement budgétaire prévoit pour 2013 193 milliards de francs CFA et en charge 188 milliards de francs CFA. La session permettra aussi de peaufiner la stratégie de la bonne commercialisation du coton produit et fera par la même occasion le point des activités de la 70e session tenue en juin dernier. Modibo Mariko. Une session toute particulière que les administrateurs de la CMDT Holding placent sous les signes de la croissance retrouvée. La bonne production du coton est au rendez-vous et pourrait même battre des records cette année comparé à la campagne écoulée. En produits, globalement, nous sommes aujourd'hui à 193 milliards de produits total pour 188 milliards de charges totales. Donc c'est une session qui sera bouclée avec un résultat net positif de 5 milliards pour la compagnie, 5 milliards. Comparé à l'année dernière, ce qui était 7 milliards, bon, la différence est essentiellement due au cours. Après l'embellie, le défi qui se pose est celui de la réussite de la commercialisation. Un défi dont les responsables ont pris la mesure déjà en posant quelques actes. Nous avons passé plus de 135 000 tonnes de coton-graine, donc largement au-delà de nos objectifs. Et le paiement coton a parfaitement démarré dans la zone aujourd'hui. Nous avons payé plus de 15 milliards de francs CFA. Bon, donc c'est un paiement qui dépasse toutes nos attentes. Je pense qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la zone, la campagne a parfaitement démarré. Si le budget de produits et de charges dégage bien sûr 5 milliards de résultats, nous avons prévu aussi un vaste volet d'investissement pour plus de 2 milliards 6 avec comme objectif de renforcer notre parc industriel. Pour la campagne 2013-2014 déjà, nous sommes en plein préparatif. Les intrants pour cette campagne sont en train d'être livrés. Et l'objectif pour nous va être un minimum de 500 000 tonnes, sinon plus. S'il n'y a dans un ciel éclairci, les cours du coton sur le marché international qui connaît une baisse. Pas d'inquiétude nous rassure les PDG. Les dispositions prises permettront de générer 8 milliards de francs CFA de bénéfices, des sommes qui, une fois investies, placeront les géants cotonniers définitivement sur orbite pour la campagne 2013-2014. Célébration hier 18 décembre de la Journée internationale des migrants instituée par les Nations Unies. La journée vise à promouvoir les droits de personnes déplacées, migration forcée et droits de l'homme. Quelle protection et assistance pour les réfugiés et les personnes déplacées? C'est le thème de la journée. Adama Kodjo pour le compte rendu.
Depuis janvier 2012, notre pays est victime d'une agression sans précédent perpétrée par des groupes armés. Cette situation a amené des milliers de personnes à quitter les septentrions maliens, d'où la particularité de la célébration de cette journée instituée en décembre 2000 par les Nations Unies. Il s'agira pour chacun de nous de promouvoir au courant de cette journée l'assistance et la protection à l'endroit de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins et les déplacés à l'intérieur du pays. Placé sous les signes de la paix retrouvée et de l'unité du pays, le thème retenu pour cette année est « Migration forcée et droits de l'homme, quelle protection et assistance pour les réfugiés et les personnes déplacées ?» Pour le conférencier, l'État a consenti beaucoup d'efforts afin d'aider les déplacés. Et il faut en fait également que le nouveau gouvernement qui vient donc d'être mis en place effectivement prennent en charge la mise en œuvre et de ces droits. Et c'est pour cette raison que lors de la conférence ici, nous avons estimé que le budget 2013 doit effectivement tenir compte de ces nouvelles situations. Le conférencier a regretté l'ignorance des textes relatifs aux droits des déplacés par bon nombre de personnes. Les questions de l'assistance ont surtout porté sur l'application des conventions liées à la protection des femmes et des enfants lors des conflits armés et les conditions de vie des déplacés. Auparavant, la troupe d'eau avait présenté un sketch pour déplorer les conditions de vie difficiles de ces déplacés. Direction le cercle de Yanfolila où nous allons à la découverte des agents de santé communautaire ASC. Ils ont pour rôle le dépistage des cas de paludisme simple, la prise en charge des nouveau-nés et la sensibilisation sur la planification familiale. Une mission conjointe UNICEF Save the Children est arrivée pour évaluer et superviser leur travail sur le terrain. Envoyé spécial à Sikasso, Drissa Traoré et Adam Adjimde. La ville de Selengue, en 3e région, est une zone de barrage et de riziculture, donc un milieu de paludisme endémique où sévissent également les infections respiratoires aiguës avec leur corollaire de décès d'enfants à bas âge. Pour remédier à cette situation sanitaire déplorable, l'UNICEF et Save the Children ont trouvé un palliatif. Ce n'est autre que la formation, l'entretien et la dotation en médicaments des agents de santé communautaire ASC. Je suis là à soigner les enfants de 0 à 59 mois contre le paludisme simple, la diarrhée, malnutrition modérée et les soins simples au nouveau-né avec des PF aussi. Bon, il y a des kits gratis, comme Quartem sont gratis, CSRO aussi sont gratis, mais paracétamol c'est à vente. Une vingtaine sillonne les 7 aires de santé du district sanitaire de Selengue, comme c'est le cas ici à Kwana et à Tienkuruni. Les ASC ont une bonne presse auprès des populations. Ils ont pour rôle de dépister et de prendre en charge les cas de paludisme simple et de sensibiliser sur la planification familiale. 40% des besoins en santé sont couverts par ces derniers à la satisfaction des populations. Avec l'arrivée de l'agent de santé communautaire, les maladies telles que la diarrhée, la polio, la toux et la méningite ont beaucoup diminué. Sa venue a été avantageuse pour nous. Au CESCOM de Tanga, la rencontre a permis aux différents chefs de village de magnifier le rôle important des ASC. Pour les responsables du centre de santé de référence de Selengue, la contribution des ASC est plus que déterminante. Ça nous a permis, de façon globale, l'amélioration de nos indicateurs. Ça, c'est surtout le premier aspect. Le second aspect, ça permet aussi de rapprocher les soins auprès des communautés. Donc, les 2 facteurs essentiels et qui partent d'approche de soins au niveau des communautés, ça peut réduire la mortalité maternelle et puis néonatale. Les bénéficiaires sont déjà dans une logique futuriste pour la pérennisation des acquis. 2e édition de la semaine socio-éducative des élèves et étudiants ressortissants de la commune rurale de Gogi dans le cercle de Nioro du Sahel. C'était du 11 au 17 décembre dernier. Placée sous la présidence du préfet du cercle, elle avait pour objectif de sensibiliser les populations sur les actions citoyennes et l'importance de l'éducation des filles. Moussa Diakiti. Il s'agissait au cours de cette 2e édition pour les organisateurs de sensibiliser les populations pour le paiement régulier des impôts et taxes, l'inscription et le maintien des enfants à l'école, les bonnes pratiques d'hygiène, lavage des mains au savon, utilisation des latrines, vaccination des enfants, usage des moustiquaires.
d'organiser des séances de salubrité à travers toute la commune et de mettre un accent particulier sur l'importance de l'éducation des filles. La semaine était surtout consacrée comme des visites dans toutes les écoles et médersa, à des dons de fournitures scolaires, à des journées de sensibilisation pour essayer de faire comprendre à nos parents, aux parents d'élèves que l'éducation, surtout celle des filles, est très importante. Les élèves et étudiants ressortissants de la commune de Gogi ont profité de cette semaine pour remettre aux écoles et médersa de la commune un important lot de fournitures scolaires, une valeur avoisinant 2 millions de CFA. Aussi, une conférence débat sur le thème déscolarisation, causes et effets, animée par le professeur Baba Djouara, formateur soniqué à la Direction nationale de l'éducation non formelle, a édifié davantage les participants sur les bienfaits de la scolarisation. Une visite aux autorités et notabilités de la commune, puis un match de football opposant élèves et étudiants aux villageois ont mis fin à cette deuxième édition de la semaine organisée par les élèves et étudiants ressortissants de la commune rurale de Gogi. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage. L'actualité en bref sur le continent nous conduit en Afrique du Sud, où la réélection du président Jacob Zuma est déjà chose faite. Il est donc à la tête de l'ANC pour 5 ans. Nous verrons du côté de la République démocratique du Congo, où l'ancien chef milice Mathieu Ngudjolo a été acquitté par la CPI. Nous terminons par les futures négociations entre Kampala et les rebelles du M23. Le président sud-africain Jacob Zuma a été facilement reconduit pour 5 ans à la tête du Congrès national africain, l'ANC. Son élection par les délégués du Congrès de son parti lui ouvre la voie pour briguer un nouveau mandat à la tête de l'État en 2014. L'autre vainqueur de ce congrès est incontestablement l'ex-syndicaliste Cyril Ramaphosa. Il avait quitté l'ANC après l'instauration de la démocratie et s'était tourné vers les affaires où il a brillamment réussi. Cyril Ramaphosa devient vice-président du parti et se place pour succéder un jour au chef de l'État, Jacob Zuma. L'ancien chef de milice congolais Mathieu Ngudjolo a été acquitté ce mardi par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, faute de preuves. L'accusation n'a pas pu prouver qu'il avait dirigé l'attaque en 2003 d'un village du nord-est de la République démocratique du Congo. Attaque qui a fait plus de 200 morts. Mathieu Ngudjolo avait été arrêté en février 2008, puis transféré à la CPI. C'est le premier acquittement prononcé par la Cour qui n'avait à ce jour mené qu'un seul procès à terme, celui d'un chef milicien congolais, Thomas Lubanga, condamné à 14 ans de prison. Les négociations vont pouvoir enfin commencer à Kampala entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Le dialogue engagé entre les frères ennemis congolais sous la médiation ougandaise devait se terminer aujourd'hui. Il a été prolongé jusqu'au 31 décembre prochain. Les belligérants ont commencé à établir l'ordre du jour qui devrait comporter 2 points. L'évaluation des accords du 23 mars signés en 2009 avec la rébellion du CNDP et un dossier portant sur la sécurité et la gestion socio-économique du pays. Kinshasa insiste pour que la constitution du pays soit scrupuleusement respectée. Merci d'avoir été des nôtres. Prochain rendez-vous de l'info, 18h et 20h, une présentation de Amadou Sankari et une pensée profonde pour nos parents des régions sous occupation. Je vous retrouve demain à 10h. Merci et bon appétit à tous.